Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je suis très heureuse pour cette dernière conférence de la saison d'accueillir Loïc Gaëtan. Alors, Loïc, vous l'avez déjà entendu hein, en 2023. C'était sur, eh oui, déjà 2023. C'était sur la villa de Fleurville. Et Loïc est un antiquisant qui touche un peu à beaucoup de domaines, hein. Il a commencé par les agglomérations secondaires quand tu étais étudiant, si je ne me trompe pas. Et puis depuis qu'il est donc responsable d'opération à l'Institut national de recherche d'archéologie préventive, eh bien, Loïc a pu traverser différents domaines, notamment donc, si je ne me trompe pas, on a un Nohain aussi. Tu as fouillé à Nohain en train, non pas, tu étais technicien. Donc, si déjà tu as touché là. Et puis, donc, les agglomérations. On a aussi, donc, on a parlé des villas, mais Loïc s'est aussi investi dans un programme collectif de recherche sur un sanctuaire à Malin, donc du côté Bourgogne. Et puis, Loïc, ben, il y a une petite semaine, il était à la fraîche, on va dire, presque. Il était aux sources de la Seine. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de revoir Loïc sur ces questions de sources de la Seine. Donc, une belle reprise des recherches sur ce sanctuaire assez important hein, pour notre région. Pour notre région. Mais aujourd'hui, Loïc va nous présenter tout à fait autre chose, puisque nous partons à Auxerre. Et outre le castrum, je crois qu'il y a surtout une part très importante concernant une nécropole. Donc voilà, encore une flèche à son arc. Et bien, je pense que je vais vous laisser tout de suite avec lui. Et puis, je reviendrai dans une petite heure pour la session des questions. Merci, très bonne soirée. Merci Lydie. Bien, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va terminer. Alors déjà, je voulais remercier la MSHE pour le petit changement de programme, parce que normalement, j'aurais dû parler il y a 2 semaines, mais je vois quand même que vous avez répondu nombreux. Donc, merci à vous d'avoir déplacé ce rendez-vous. Et donc, on termine cette programmation 2025-2026 de l'instant archéo de la MSHE. Avec un petit détour sur les bords de Lyon, comme vous voyez ici avec cette vue drone, à Auxerre plus précisément, et même en plein centre-ville d'Auxerre, puisque j'ai mené il y a maintenant un tout petit peu plus de 2 ans une fouille préventive sur cette petite place du centre-ville d'Auxerre, donc place du Maréchal Leclerc. Cette fouille était totalement inédite pour cette ville, puisque c'est la première fois finalement qu'une de telles recherches d'ampleur a été menée en plein centre-ville historique, en plein centre historique, dans le noyau urbain délimité par ce castrum, vous allez le voir. Tout ça s'est réalisé dans le cadre de la végétalisation de cette place. Avant, c'était un grand parking où il n'y avait que des voitures, pas l'ombre d'une plante ou d'un arbre. Et désormais, donc, c'est une petite forêt urbaine, comme on appelle ça. Donc tout ça, ça s'est réalisé pour cette végétalisation. Et donc, on est à l'arrière de l'hôtel de ville et à côté de la tour de l'horloge, pour ceux qui connaissent un tout petit peu Auxerre. Alors pour l'instant, le rapport n'est toujours pas rendu, mais c'est en cours. Ça devrait intervenir pour le tout début d'année 2027. Mais malgré, donc les études sont quand même bien avancées, mais malgré tout, on a quand même une vision très claire des principaux résultats de cette fouille, et qui permettent de renouveler de manière assez considérable, vous allez le voir aussi, les connaissances sur le développement antique de la ville d'Auxerre. Je vais axer en priorité mes propos sur cette période antique jusqu'au début du Haut Moyen Âge, mais je vais prolonger quand même un tout petit peu plus en abordant les autres vestiges jusqu'au 19e siècle au moins, puisque vous allez voir que cette fouille a permis d'aborder 2000 ans d'histoire d'Auxerre, et donc il serait dommage quand même de les laisser de côté, même si mon âme d'antiquisant évidemment fait que je m'intéresse plus à cette période-là, et je vais plus en parler. Alors avant de débuter, je vais faire un tout petit point historique pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Auxerre, puisqu'il y a plein d'éléments intéressants, et comprendre d'où nous partions avant le début de cette fouille.
Auxerre, puisqu'il est intéressant de souligner que la ville d'Auxerre, donc qui naît au 1er siècle avant Jésus-Christ, ne se situait pas à l'emplacement du centre-ville actuel. Effectivement, donc Auxerre, Otessio-Douro ou Otessio-Durum, qui est noté sur la carte de Peutinger, se développe à un peu moins d'1 kilomètre au sud de ce plateau qui constitue aujourd'hui le centre-ville historique. Donc le centre-ville historique est ici, j'espère que vous voyez bien ma flèche. Et puis donc cette patate jaune là, juste au sud, correspond à l'emprise de la ville du Haut-Empire, un peu plus étendue que la ville, l'agglomération gauloise qui se développe un peu de manière plus recentrée ici. Donc on se trouve en bordure de Lyon, dans la plaine du Ru de Valent, autour de cette petite rivière. Cette agglomération, elle est connue essentiellement, malheureusement, avec des découvertes anciennes depuis le XVIIIe, XIXe siècle, qui permettent un peu de circonscrire cette étendue. Il y a quand même eu des fouilles à la fin du à la fin du XXe siècle, pardon, enfin dans les années 90, début des années 2000, quelques petites fouilles qui ont permis d'en savoir un peu plus sur cette organisation et sur la nature de cette occupation. Mais ça commence à être des fouilles relativement anciennes. Ce qu'on connaît aussi de cette nécropole, c'est que bon, elle est indiquée sur la carte de Peutinger, parce que en fait, elle est traversée par la voie d'Agrippa. Donc, on est sur la voie d'Agrippa qui relie Autun à Boulogne-sur-Mer. Donc, on est sur ce tronçon-là, juste au sud donc de Sens, entre Autun et Sens globalement. Cette voie d'Agrippa, elle est très bien marquée encore dans le paysage, donc notamment ici, et puis ici au nord. Le passage dans le centre-ville historique actuel est plus incertain, mais a priori, ça aussi on le reverra tout à l'heure, a priori cette voie passe non loin de la place du Maréchal Leclerc et donc de notre fouille. Justement, sur le plateau, donc qui est le centre-ville actuel, on ne connaît rien, donc dans ce secteur-là, on ne connaissait rien jusqu'à notre fouille de 2024 pour le Haut-Empire. Les occupations les plus près se situaient autour de l'église Saint-Pierre, un tout petit peu vers la place des Vents qui est ici, mais vraiment des choses très anecdotiques et qui montrent qu'on est déjà bien en périphérie nord de cette agglomération. Donc on ne connaissait rien du tout. Pourtant, il y avait eu quelques diagnostics, hein. Il n'y avait pas eu encore de fouilles vraiment dans le centre-ville actuel, mais deux, trois diagnostics montraient aucun vestige de ce Haut-Empire. À la fin du IIIe siècle, Auxerre subit la ville d'Auxerre subit une sorte de migration. Donc, Otessio-Durum devient la capitale de la nouvelle cité d'Auxerre. Auparavant, on est sur les marges nord du territoire éduin. Et puis, donc, à la fin du IIIe, tout début du IVe siècle, tout ça n'est pas exactement calé. On migre sur ce plateau qui devient donc le nouveau noyau urbain de la ville d'Auxerre. Tout ceci est encerclé d'un rempart, un castrum, de 6 hectares, avec un rempart qui fait quasiment 1 km 100. 11 tours peuvent être identifiées, 2 portes et 2 poternes. Alors vous voyez avec ce plan que le tracé de ce rempart est un peu connu. En fait, il est surtout fossilisé dans le parcellaire actuel. Quand on regarde le parcellaire ou même les orthophotographies d'Auxerre, on le devine plutôt très bien. Donc en noir, vous avez sur ce tracé, en noir, vous avez les tronçons qui sont vraiment connus, identifiés et documentés. Et puis tout ce qui est en tiré, ce n'est que simple supposition. Les portions sud et est le long de Lyon sont les moins bien connues. Et puis, bon, là, j'ai un peu spoilé le résultat, mais au niveau de la place du Maréchal Leclerc, hein, donc qui se trouve ici dans mon rectangle rouge, le castrum passe bien en plein milieu. Mais avant la fouille, en fait, on savait qu'il passait dans le secteur, mais pas précisément à cet endroit-là. Il y avait d'autres hypothèses. Ce castrum était donc connu aussi avec ses nombreux blocs architecturaux en remploi, hein, qui, au cours du 19e siècle essentiellement, au fur et à mesure des travaux d'urbanisation, on ressort ces blocs et ils sont désormais en grande partie exposés, conservés au musée Saint-Germain à Auxerre.
On connaît de cette ville simplement que ce rempart et l'intérieur lui-même, donc les maisons elles-mêmes, on ne les connaissait absolument pas, ni l'organisation de cette ville, on ne savait strictement rien. Et là aussi, malgré les quelques diagnostics ou observations qui ont lieu depuis quelques décennies en centre-ville. Plus précisément maintenant sur cette place du Maréchal Leclerc, on est vraiment à un endroit privilégié, stratégique de cette ville, puisque cette place, en fait, elle se trouve à cheval sur le castrum, qui est matérialisé ainsi. Le nord est sur votre droite. Donc, on est sur ce tracé de castrum. À l'origine, je vous disais, le tracé n'était pas du tout assuré comme ça. En fait, les plans anciens montraient plutôt un tracé qui partait comme ça, là, le long de ma flèche, pour revenir ensuite le long de ces façades-là. Donc on est à l'angle sud-ouest du castrum, en intérieur de ville et aussi à l'extérieur de la ville, hein, sur cette place Maréchal Leclerc. Et puis on est aussi, a priori, à côté d'une des portes. Alors les portes ne sont pas non plus spécialement connues pour le castrum d'Auxerre, mais on considère d'un point de vue plus traditionnel que archéologique que cette tour de l'horloge est implantée sur donc la porte de l'horloge médiévale, mais est implantée sur une des portes du castrum. Ensuite, peu à peu, ce secteur sud-ouest, cet intérieur sud-ouest du castrum va devenir un lieu de pouvoir qui va se perpétuer jusqu'à aujourd'hui avec la mairie. Lieu de pouvoir à cet endroit parce que nous sommes dans un angle protégé par des tours et puis sans doute par cette porte aussi, si on considère qu'elle est d'origine romaine. Donc au 8e siècle au moins, on a le palais comtal qui s'installe dans ce secteur-là. Alors le palais comtal, il n'a jamais été retrouvé. En tout cas, on ne l'a pas vous décevoir tout de suite, mais on ne l'a pas dans l'emprise de la fouille. Il est a priori sous ce grand bâtiment-là. Donc palais comtal, avec l'enceinte comtale qu'on voit plutôt bien aussi dans le parcellaire. Si je reviens en arrière, on voit toute cette limite-là qui correspond bien à l'emprise de l'enceinte comtale. Donc le palais comtal, on a la mairie ensuite à partir du XIVe siècle. Le palais comtal devient bailliage royal d'Auxerre quand Auxerre est rattaché au royaume. Donc l'hôtel de ville à partir du XVe, et puis cet ancien palais comtal et cet ancien bailliage devient aussi l'emplacement des tribunaux et des prisons à partir globalement du XVIIe siècle. Et donc jusqu'à la fin du XIXe siècle quasiment, ce grand bâtiment-là correspond au tribunal, à l'ancien tribunal d'Auxerre, avant qu'il déménage au nord de la ville, sur un plan plus classique, typique 19e. Ce qui fait que vous voyez, rien que dans cette vue, que donc on est à l'angle du castrum, dans l'enceinte comtale, eh bien en réalité tous ces lieux de pouvoir font que on ne construit pas à l'intérieur de la cour des comptes. Aucune maison n'a été construite dans ce secteur hein, qui était réservé aux comptes, au pouvoir, enfin au tribunal, au bailliage. Et donc ça, ce constat-là a une incidence toute particulière sur les résultats qu'on a réussi à obtenir, puisque en réalité, vous allez voir qu'on a des vestiges archéologiques plutôt très bien conservés, alors qu'on est en plein centre-ville. Généralement, on a des choses plutôt très arasées. Eh bien là, non, pas du tout, et surtout pour l'Antiquité. Pour la fouille elle-même, maintenant, cette fouille s'est réalisée en 2 phases successives. La première, donc à gauche, a pris la forme d'une surveillance de travaux, une surveillance de réseaux, des réseaux qui passent tout autour de la place. Donc vraiment toute la place a été refaite de fond en comble. Donc tous les réseaux ont été rénovés à cette occasion-là. Donc là, c'est le CEM, le Centre d'études médiévales d'Auxerre, qui a géré cet aspect-là sur place entre novembre 2023 et janvier 2024. Donc ils ont eu à travers ces réseaux tout un ensemble de murs. Comme vous voyez par exemple sur cette photo-là, on a un beau tronçon de mur au mortier bien orangé. Donc la cartographie de tous ces vestiges permet de bien compléter, même si c'est de manière très ponctuelle on arrive à bien compléter avec les vestiges que nous avons vus dans la fouille. Donc ça, c'était la deuxième phase des recherches.
Cette fouille qui a eu lieu durant 5 mois, de février à juin 2024. Donc on est sur le centre de la place, hein, comme vous voyez sur la photo de droite. Une fouille de 500 mètres carrés, qui est une fouille classique, hein, fouille sédimentaire. Au total, on a eu une stratigraphie maximale de 2 mètres 50 avec une occupation du 1er au 19e siècle où un peu toutes les périodes ont été représentées de manière plus ou moins régulière dans les différentes stratigraphies de cette fouille. Alors au regard du contexte, donc ça c'est un peu les plans, les orthophotographies et puis les plans, le plan en bas à droite, cumulé, diachronique, de tous les vestiges qu'on a identifiés dans cette fouille. Donc une grosse concentration de murs, comme vous le voyez là, et de quelques fosses. Au regard de ce contexte, juste avant la fouille, on avait identifié plusieurs problématiques, comme par exemple, et une des plus importantes en fait, c'était observer les relations intra-extramuros, donc de part et d'autre du castrum. On avait la chance, le diagnostic, on savait grâce au diagnostic quelques mois auparavant, que le castrum passait en plein milieu de cette place. Donc là, on avait la chance d'observer pour la première fois, et peut-être même la seule fois à Auxerre, parce qu'il n'y a pas d'autres exemples qui peuvent se présenter, les occupations à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de la ville. Et puis aussi observer la construction elle-même de cette fortification militaire, et puis les liens avec les occupations domestiques, qui, elles, n'avaient pas été, par contre, identifiées lors du diagnostic. Et puis on a aussi la chance de pouvoir aborder le développement urbain du centre historique après l'Antiquité. Et puis aussi, comme vous aurez compris, le rôle et la place des lieux de pouvoir dans la ville. Même si on n'a pas directement ces bâtiments de pouvoir, on a au moins les structures annexes, périphériques de ces lieux. Donc voici un peu pour les principales problématiques. Et évidemment, comme à chaque fois, on se pose des questions au début, et puis plus on creuse, plus on cherche, plus on a d'autres questions. Donc c'est un peu sans fin. Après ces généralités, on peut passer maintenant aux résultats eux-mêmes. Donc en commençant évidemment dans l'ordre chronologique. Dans un premier temps, toute la partie nord de la fouille, donc j'ai toujours orienté mes plans ainsi, avec le nord sur la gauche, c'était plus facile en format paysage. Donc dans toute cette partie nord de la fouille, on a identifié ce que j'appelle une carrière. Cette carrière, en fait, on ne l'a pas directement vue, on n'a pas vu un front de taille, mais c'est, vous verrez juste après, hein, tous les remblais qui comblent ce secteur-là, qui nous permettent de dire, avec un pendage assez important, qui nous permettent de dire qu'il y a un gros trou dans ce secteur qu'on a cherché à combler à un moment donné. Et puis, il y a eu aussi un sondage de plus de 3 mètres de profondeur réalisé sans jamais avoir le substrat géologique, alors que quelques mètres plus au sud, là, on avait le substrat géologique. Donc cette carrière, avec les différentes observations de la fouille et puis de la surveillance de travaux, on arrive à l'estimer environ 650 mètres carrés au moins. On n'a pas eu tous les contours. En tout cas, cette carrière, donc c'est des choses qui existent plutôt fréquemment à Auxerre. On est sur le calcaire portlandien, donc un calcaire facile à tailler. Et donc il y a beaucoup de carrières qui sont identifiées, même dans le centre-ville d'Auxerre. Donc c'est quelque chose de tout à fait courant. Ici, elle est limitée au sud, vous voyez ici, avec un mur, puisque cette carrière, au sud de cette carrière, se développe une autre occupation qui, elle, est identifiée de manière certaine à une nécropole. Cette nécropole, on se trouve donc, pour rappel, ici, dans mon petit cercle rouge. Cette nécropole correspond à un secteur particulier d'une nécropole qui appartient à une nécropole beaucoup plus vaste, hein, très certainement, et qui est donc totalement inédite puisque, comme je vous ai dit au tout début, aucune occupation du Haut-Empire n'avait été encore identifiée sur ce plateau. On se situe justement sur la bordure ouest de la voie d'Agrippa, si on considère que, comme à 99% des cas, cette voie d'Agrippa est droite. Donc elle devait passer juste à l'est de la fouille. Donc un secteur, donc nous ce qu'on avait, c'était un petit secteur d'une nécropole bien plus vaste.
Cette nécropole donc particulière, je vous disais, puisque en réalité, il s'agit d'un recrutement d'une population assez spéciale qui correspond à ce qu'on appelle au périnatal ou aux tout petits ou tout jeunes enfants, pour définir en réalité des individus qui sont morts autour de la naissance. Donc quelques semaines, quelques jours ou quelques semaines, guère plus autour de la naissance, donc avant ou après le terme supposé. Cette nécropole, au total, sur les 50 mètres carrés, même 45 mètres carrés qui ont été fouillés, nous avons réussi à identifier 250 faits funéraires. Vous verrez pourquoi on appelle ça des faits funéraires. En tout cas, en plan, ça donne ceci, hein, vraiment toute cette superposition de tombes, vraiment au sud du mur de clôture de cette nécropole. Et puis la photo aussi, un peu d'un état de fouille, où vous voyez un peu toute cette imbrication de squelettes et de mobilier. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est que cette nécropole, donc ça fait un peu des effets de bord. Bon, effet de bord ici avec ce mur, c'est tout à fait normal parce que le mur est contemporain de la nécropole. Par contre, évidemment, à l'est et à l'ouest, les limites de l'emprise de fouille font qu'on n'a pas pu aller au-delà. Donc on devine en tout cas qu'elle se prolonge dans ces secteurs-là. Et puis au sud, en réalité, il y a le castrum la fin du IIIe siècle qui vient totalement oblitérer la nécropole dans ce secteur. Par contre, juste au sud du castrum, on a eu deux tombes. Oui, deux tombes, qui montrent de cette même période, qui montrent que la nécropole était plus étendue dans ce secteur, mais en réalité, toute l'urbanisation à partir de l'époque médiévale a totalement mité, oblitéré cette occupation funéraire. Alors, fouiller ce genre, enfin découvrir ce genre de nécropole un peu particulière, donc, n'est pas du tout un cas rare, hein. C'est des choses qui arrivent fréquemment dans les nécropoles dans l'Empire romain. Je vous ai mis un exemple, parce que généralement, ces nécropoles de tout petits, c'est pas forcément même des nécropoles, on va les retrouver dans le monde rural, on va les retrouver en bordure de l'habitat ou même dans l'habitat lui-même, mais sur vraiment quelques individus. On n'en a pas plusieurs dizaines. Dans le monde urbain, entre guillemets, enfin en tout cas pour les nécropoles, on va les retrouver, ces tout petits, de manière disséminée un peu partout sur l'emprise de la nécropole ou dans des secteurs un peu plus particuliers. Jusqu'à maintenant, en Bourgogne-Franche-Comté et même en Gaule romaine, hein, c'est pas un exemple unique, enfin c'est un exemple unique en Gaule romaine, le site qui avait livré le plus d'individus de cet âge-là était le site des Bollards à Nuit-Saint-Georges, qui avait été fouillé dans les années 70, et donc on arrivait à 120 individus, mais qui étaient regroupés dans différents secteurs. Ils n'étaient pas concentrés sur un seul et même secteur. Et la moyenne, les dernières études montrent que la moyenne de découverte de ces individus se trouve autour d'une vingtaine, une trentaine de sépultures pour un même site. Ce qui fait donc la spécificité du site d'Auxerre est le regroupement dans un même secteur hein, de toutes ces sépultures. Globalement, on n'a encore pas parlé chronologie, mais globalement, on se trouve dans la première moitié du IIIe siècle de notre ère. Donc on a ces 250 individus sur même pas 50 ans, hein, on peut estimer plutôt à une toute petite quarantaine d'années, sur environ 45 mètres carrés. La seconde spécificité, finalement, c'est la plus importante, mais c'est induit du fait qu'on a une forte concentration sur un petit espace. Eh bien, on a un phénomène important de recoupement de toutes ces sépultures, et ce qui est donc totalement interdit, il faut le savoir, par la loi romaine. De fait, il existe sur ce site une importante stratigraphie telle qu'on pourrait la retrouver sur des exemples de cimetières médiévaux, où là, le recoupement est autorisé. On a une grande superposition de toutes les sépultures. Donc sur une cinquantaine de centimètres, on a une superposition là au Auxerre sur une cinquantaine de centimètres, et où on a réussi à identifier jusqu'à 5 niveaux d'inhumation. Je vous laisse donc imaginer, déjà rien qu'avec ces quelques photos, ce que ça donne de fouiller de si petits éléments dans un petit espace.
Surtout, donc là à droite, vous voyez, il y a du mobilier qui permettent de marquer ces sépultures. À gauche, il n'y a pas de mobilier, simplement des creusements dans lesquels on retrouve ces ossements. Donc voici quelques photos pour vous montrer un peu cette concentration et ces différentes pratiques. Donc la photo de gauche, vous voyez un peu toute cette concentration avec les petits ronds rouges. D'autres photos aussi. Ici notamment la photo de droite, où vous avez toute cette superposition, hein, la photo là est prise en coupe, donc vous avez toute cette superposition de tuiles dans lesquelles il y a à chaque fois un individu enterré. La fouille de cette nécropole est donc une découverte importante, hein, vous aurez compris, pour l'étude de ces populations et des pratiques funéraires associées. Elle pourrait même constituer un unicum dans le monde romain pour les raisons que je viens de vous présenter. Elle permet en tout cas de se questionner plus précisément sur le statut et la mort de très jeunes enfants à l'époque gallo-romaine. Alors je vais vous faire ici un petit catalogue. Alors, je ne suis absolument pas anthropologue, donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais au moins cela vous permettra de voir un peu l'architecture et les pratiques funéraires rencontrées. Donc un des premiers exemples correspond donc à cette panse d'amphore qui est mise sur le corps qui vient d'être enterré, donc en guise de protection. Donc on est dans une fosse et puis par-dessus on met cette panse d'amphore. On a d'autres exemples qui sont les plus importants, qui représentent quasiment 40% du corpus en imbrex. Donc cette technique est très répandue pour ces individus, et notamment dans le centre-est. Quasiment toutes les nécropoles fouillées de cette période-là, présentent des individus, enfin des jeunes enfants en imbrex. Alors ça peut être simplement le contenant du corps, mais ça peut être aussi le contenant et la couverture du corps, ou que la couverture, hein, il y a plein de cas de figure différents. Parfois même, on voit sur cette photo-là, le squelette correspond exactement à la taille de l'imbrex. Là, vous voyez que la tête dépasse de cet imbrex. Autre exemple avec des cercueils ou des coffrages en bois. Donc ici, avec mes petits cercles blancs, on devine les clous. Donc on fait un trou, hein, tout simplement, et puis on dépose le petit dans un cercueil ou un coffrage. Parfois, ça peut même être sur une simple planche, donc qui a un effet un peu calciné, mais en fait, c'est juste le bois qui a pourri et qui donne cet aspect-là. On a aussi de nombreux cas de ce qu'on appelle de l'ankhytrisme. Donc l'ankhytrisme, c'est la pratique, c'est la manière d'enterrer dans une céramique. Alors là, c'est tout à fait intéressant à Auxerre, puisque les études céramologiques montrent que la plupart des contenants, donc de ces céramiques, sont des rebuts, alors soit des ratés de fabrication, de potiers. Donc peut-être que dans le secteur, il y a un atelier de potier et où les personnes vont récupérer ces ratés sur un dépotoir et enterrer ensuite leurs petits dans cette nécropole. Ou sinon, donc c'est le cas pour la céramique à gauche, hein, on le devine légèrement, mais bon, elle est toute déformée là sur le côté de cette panse. Ou sinon, les autres cas de figure, on utilise des céramiques qui ont bien été utilisées. Donc cette fois-ci, des céramiques culinaires qu'on a à la maison, hein, en quelque sorte, dont on peut plus se servir, et on va les utiliser pour enterrer le petit. On a aussi des cas de figure où on s'interroge d'une fausse couche. Donc vous voyez un peu la petitesse là des os et de l'individu, hein, au creux de cette céramique. Donc là, il est clairement pas arrivé à terme. Donc cette céramique est couchée, et puis vous voyez qu'elle est, donc à l'origine elle était retrouvée complète, hein. Là on a enlevé la partie supérieure de la panse. Donc elle est couchée, et puis on met des tuiles pour éviter que le reste se répande en terre. On a aussi avec ces céramiques une sorte de symbolique où on veut représenter le ventre de la mère. Le petit retourne à son état primitif malgré sa mort.
On a aussi des questionnements autour d'autres céramiques, hein. Vous voyez ici, cette céramique, elle est vide. Donc on en a retrouvé une dizaine comme ça, où aucun squelette n'a été retrouvé à l'intérieur. Donc on se questionne sur le fait, est-ce qu'il y a eu un jour un squelette et il a totalement disparu? Donc ce qui pourrait être étonnant, c'est que globalement, la taphonomie, l'état de conservation, les conditions de conservation sont plutôt bonnes sur ce site. Ou est-ce qu'il s'agit de céramiques qui sont enterrées en guise d'offrande? Est-ce qu'on met à l'intérieur des offrandes alimentaires qui évidemment ont disparu depuis? Ou est-ce que ces céramiques ont servi à mettre aussi le placenta, hein, c'est des choses qui peuvent arriver, et qui a aussi disparu. Donc là, on a toute une série d'analyses en cours, des analyses ADN, et puis des analyses métabolomiques qui consistent en fait à étudier, analyser l'imprégnation de la pâte céramique. Donc on vient avec un petit écouvillon, enfin goupillon, gratter la surface de cette céramique et puis faire des analyses chimiques pour voir ce que cette céramique a pu contenir. Donc pour l'instant, on n'a pas encore les résultats, mais ça ne saurait tarder. Et puis on a aussi tout simplement des coffrages en pierre, hein, qui peuvent être des pierres de récupération, de blocs architecturaux ou retaillés, ou des blocs beaucoup plus bruts, comme on voit ici, qui dessinent le contenant qui devait être en bois. Et puis on a aussi des cas, alors ça ils sont plutôt rares, et celui-ci c'est le plus intéressant et le plus complexe, donc des cas justement complexes d'une inhumation qui regroupe tout un schéma de constitution de la tombe. Donc on a vraiment un geste funéraire qui est pensé. On ne met pas simplement le petit dans une tuile ou en pleine terre comme ça. Là on a un vrai geste, une vraie réflexion sur l'inhumation. Bon, je vous ai mis un peu le déroulé, le résultat final est le numéro 6 en bas à droite. Mais à l'origine, on commence avec une céramique, hein, qui était complète, dans laquelle, au fond, on met de la chaux. Alors ça, pareil, c'est un peu un cas unique. On n'a pas trop de comparaison pour l'instant. Et on ne sait pas donc pourquoi ils ont mis de la chaux dans ce réceptacle. Donc ensuite, on met le petit, hein, en position fétale. Et puis ensuite, on construit le coffrage avec que des dalles sciées ou des moellons retaillés, hein, des moellons architecturaux retaillés. Ensuite, on met une couverture, une dalle en pierre pour couvrir tout ça. Et puis, sur cette dalle, on met, parmi les blocs importants, alors là, on ne le voit pas très bien, mais ce bloc est un peu plus gros. Et à l'intérieur de la tombe, on a une rosace qui est gravée. Ouais, non, on le voit vraiment pas. On a une rosace qui est gravée sur cette paroi. Et puis à la fin, on met un demi-mortier, donc les mortiers en céramique. Alors les mortiers, il y a aussi une symbolique autour de ça, parce qu'on peut considérer que ça sert de baignoire pour les tout petits. Donc là, voilà, on a ce geste supplémentaire d'un mortier qui va peut-être aussi ici servir de marquage de la tombe. En guise de mobilier, eh bien, finalement, c'est presque là, ces deux photos, c'est presque nos deux seuls objets qu'on a retrouvés en dépôt. Donc on va retrouver le contenant de la sépulture. Par contre, le reste du mobilier, bon, on a cette petite bague là, et puis on a aussi dans cette autre tombe un gobelet. On en a deux en tout. Alors pareil, là on se pose des questions. Est-ce que cette absence de mobilier est liée à l'âge des tout petits? Ça, c'est aussi quelque chose qu'on devra comparer à terme avec d'autres nécropoles. Généralement, quand ils sont plus âgés, on en retrouve beaucoup plus de dépôts. Et puis pour couronner le tout, hein, puisqu'il n'y avait encore pas assez de funéraires sur ce chantier, hein, c'était totalement inédit, cette découverte, eh bien, on a mis au jour, au sommet de la nécropole, des restes de bûchers funéraires. Donc ça correspond à ces taches noirâtres, charbonneuses, hein, qu'on a ici et ici.
Ces bûchers donc, sont intéressants, hein. Alors c'est vraiment des bûchers extrêmement arasés. Il reste vraiment quelques centimètres du fond de ces bûchers du fait des occupations postérieures, parce que là on remonte un peu dans la stratigraphie et évidemment là les occupations médiévales notamment sont venues araser ces niveaux-là. Mais on arrive quand même à en avoir des choses intéressantes à en tirer. Il montre au moins le changement de pratique funéraire dans ce secteur. Jusqu'à maintenant, on n'avait que des inhumations. Maintenant, on a donc ces incinérations. On est en plus, grâce aux céramiques, donc ça, ce sont les incinérations retrouvées. Grâce à ces céramiques-là, on a aussi une datation. On est dans les années 260-270 de notre ère, guerre plus. Donc c'est vraiment quelque chose qui vient après et qui n'est pas contemporain de la nécropole des périnatales. Ces céramiques-là sont très bien cernées d'un point de vue chronologique. Et c'est intéressant puisque finalement c'est une faible occupation qui donne un terminus post-quem à la prochaine occupation, puisque cette fois-ci on passe à l'installation du castrum à la fin du IIIe siècle. Donc vous voyez avec ce castrum, hein, on retrouve là, j'ai remis une photo des bûchers funéraires en cours de carroyage, en cours de fouille, là, ici. Vous voyez que ce castrum traverse la nécropole. Ce castrum, donc, on sait qu'il est au moins après les années 270. Alors, de manière traditionnelle, je vous disais en introduction qu'il est daté de la toute fin du IIIe siècle, mais on en sait guère plus. Et cette fouille nous en apporte guère plus, à part qu'il est entre les années 270 et le tout début du IVe siècle, puisque vous allez voir qu'on avait des niveaux aussi du IVe siècle, des années 320-330. Donc ce castrum, il illustre parfaitement le changement de fonction, de statut de la ville d'Auxerre, hein, puisqu'on passe cette fois-ci d'une agglomération simple, classique, à une capitale de cité, donc la capitale de la cité d'Auxerre. Donc on abandonne totalement la nécropole. Il y a des énormes travaux qui sont mis en place à cette période-là, donc à la fin du IIIe siècle, dans ce secteur. Donc le sommet de la nécropole est terrassé. On va faire cette énorme fondation qui traverse tout. Il y a aussi quelques blocs architecturaux, des chaperons qui sont abandonnés sur le sommet de la nécropole qui est terrassé, qui n'ont pas servi à la construction du castrum. Donc ils n'ont même pas tout utilisé. C'est vraiment, on a retrouvé presque l'état de chantier du castrum. Donc ce castrum est installé. Dans un premier temps, donc après le terrassement du sommet de la nécropole, on a, donc là on reconnaît le mur de clôture nord de la nécropole. Au fond, les niveaux de cette nécropole, donc du Haut-Empire. Donc vous voyez qu'une fois qu'il est construit, on met en place tout un ensemble de remblais. Alors je vous disais tout à l'heure, cette carrière, en fait, vous voyez très bien, hein, que ces remblais plongent à ce niveau-là, ce qui marque donc un trou assez important dans ce secteur. Donc en tout cas, toute cette carrière est rebouchée. Une fois que c'est rebouché, on arrive à un niveau plan. Et cette fois-ci, on remblait le sommet de la nécropole pour arriver contre le castrum. Contre le castrum, on a un ensemble de remblais sur une cinquantaine de centimètres. Vous voyez que tous ces remblais, donc qui correspondent à ceux-ci, sont très très lités, donc il y a plein de matériaux différents. Des matériaux différents, mais avec une alternance plutôt de couches d'occupation charbonneuse et de couches un peu plus stériles jaunes et de quelques blocs abandonnés. C'est le mobilier céramique essentiellement qui provient de ces niveaux-là. On a énormément de céramique dans ces sont du IIIe siècle, fin 2e, début 3e siècle de notre ère. En fait, ils correspondent au terrassement, au résultat du terrassement de la nécropole. Donc ils ont terrassé la nécropole pour installer le castrum. Ils ont fait un énorme tas de remblais. Bon, c'est des suppositions, mais on arrive à s'imaginer ça avec nos observations. Donc ils ont fait un tas avec ces remblais. Et puis une fois que le castrum est installé, pour remblayer tout ça, ils vont rechercher ces remblais provenant de la nécropole pour remettre en place. Donc on a une sorte de stratigraphie inversée, où sur des niveaux du IVe siècle, on va retrouver les niveaux du IIe et IIIe siècle. En tout cas, au sommet, on arrive à identifier un premier niveau d'arrêt de chantier qui correspond à ce niveau-là, ce niveau blanc, qu'on a ici aussi en plan.
Donc ça correspond à une bande de 4 mètres environ de large qui est parallèle au castrum. Ça fait une vingtaine de centimètres d'épaisseur. C'est fait quasiment avec que de la chaux et puis des blocs aussi architecturaux. On va retrouver des fragments de chapiteaux, de colonnes, de corniches d'entablement qui n'ont pas été utilisés aussi pour la construction du castrum. Donc ils ont réduit en chaux tout ça dans le secteur, hein, ou un peu plus loin, en tout cas il y avait des fours à chaux. Et, ils ont réduit tout ça pour construire le castrum et puis le surplus, ils l'ont laissé de côté. Et cette bande de 4 mètres vue sur une bonne dizaine de mètres de longueur correspond sans doute aussi à un espace de circulation de chantier en bordure du castrum en construction. Donc on a un premier arrêt de chantier, et même dans cet arrêt de chantier-là, on arrive à identifier quelques poteaux et fosses où on retrouve du mobilier du tout début du IVe siècle, enfin de la transition 3e, 4e siècle. Très peu, mais quand même bien caractéristique. Et puis une fois que cet arrêt de chantier, enfin après cet arrêt de chantier, on a la mise en place cette fois-ci d'un remblai plus important sur le reste de ce secteur, donc qu'on retrouve ici dans cette coupe. Donc vous voyez que cette fois-ci, ces remblais sont, enfin qui se situent plutôt là, ces remblais sont plus homogènes et puis ils n'ont aucun tesson. On n'a retrouvé aucun tesson dans ces niveaux. Ils sont plus homogènes puisqu'en réalité, ils proviennent c'est du substrat qui a été extrait quelque part et remis ensuite ici. Donc là, cette fois-ci, ils ne vont pas chercher d'autres occupations. Ils ne terrassent pas d'autres occupations. Ils vont creuser dans une carrière de cette terre et ces roches pour les apporter ici en guise de remblai. Et tout ceci donc vient remblayer, vient masquer toute la paroi intérieure du castrum. Ces remblais, on les retrouve, on le devine ici, jusque sous le goudron du parking, tel qu'il était en tout cas encore en 2024. Donc on retrouve ces remblais du IVe siècle jusque sous le goudron, puisqu'en réalité, la place, à la fin du XIXe siècle, quand elle a été créée, tout ça a été arasé. Alors, on ne sait pas à quel niveau était la place au XIXe siècle. En tout cas, tout ça, ça a été arasé, ce qui fait qu'on arrive avec des niveaux antiques directement sous le goudron. Et puis, vous voyez aussi ici le castrum qui se trouve directement sous le goudron. Le castrum lui-même, donc, on l'a fouillé sur 15 mètres de longueur. Vous voyez qu'il est extrêmement bien conservé, très bien conservé, puisqu'en fait, vous aurez compris que toute cette partie-là, donc on a un intérieur de ville, toute cette partie-là était masquée par les remblais qui ont été mis vraiment au fur et à mesure de la construction de cette courtine. En tout cas, il était fouillé sur 15 mètres de longueur, hein, donc la largeur de la fouille finalement. À l'origine, il faisait 3 mètres et 2,50 m de hauteur aussi, c'est important de le noter parce que c'est assez important. Dans son état initial, cette construction fait 3 mètres de largeur et sa fondation est donc faite exclusivement de blocs architecturaux. Donc ici, de ce côté-là, on a une trentaine de chaperons. Donc les chaperons retaillés, les chaperons correspondent en fait, ça ressemble à une demi-colonne. C'est ce qui sert à couvrir les murs qui ne supportent pas de toit. Donc par exemple un mur de mausolée, on a ces chaperons qui viennent entourer, qui viennent couvrir le mur pour éviter le gel et les infiltrations tout simplement. Donc en tout cas dans cette fondation côté intérieur ville, on retrouve une trentaine de chaperons et d'autres blocs architecturaux qui sont tous retaillés. Tout ça fait environ 70 cm de hauteur. Et puis l'élévation elle-même, si de ce côté-là l'élévation n'était pas visible, elle est faite de petits moellons de calcaire, très bien taillés, très bien incisés. Ils peuvent provenir de remplois, mais ils peuvent aussi très bien provenir de cette nécropole qui est vraiment à quelques mètres de cette nécropole, pardon, de cette carrière qui est à quelques mètres, puisqu'elle est rebouchée après la construction du castrum, hein. Donc on peut imaginer aussi qu'ils tirent de la pierre directement avant de tout reboucher. Et puis tout ça aussi pris dans un mortier hydraulique ultra résistant. Donc ça, c'était côté intérieur ville. Côté extérieur ville, on a une construction assez différente. Donc le seul endroit qui est préservé correspond donc à cette photo de droite.
Ici, donc c'est fait de manière différente avec 3 rangées de blocs installés en gradin, donc toujours des blocs architecturaux en remploi, hein, clairement. Tout ça, c'est retaillé pour avoir l'aspect un peu plus propre en extérieur. Donc 3 rangées en gradin. Le niveau de sol extérieur, lui, devait se situer globalement au niveau de cette deuxième assise, même si finalement, on a quelques indices qui nous permettent de restituer ça, mais vous voyez un peu avec cette photo de gauche que l'urbanisation médiévale et surtout moderne, en fait, a totalement mité ce secteur-là. Et donc les niveaux antiques n'étaient plus du tout conservés dans ce secteur, à part donc les 2 tombes, je vous disais tout à l'heure, du Haut Empire, et quelques niveaux de sol de l'Antiquité tardive, mais fallait quand même être bien attentif pour les repérer. En tout cas, ces 2 caves notamment là qui s'installent contre le parement, elles sont venues totalement grignoter l'élévation, une partie de la fondation et l'élévation du castrum, ce qui fait qu'on n'a plus l'aspect de l'élévation de ce castrum en extérieur de ville sur cette place. Donc elles ont totalement grignoté, hein, et ils sont venus totalement récupérer le parement et une partie de la fondation, je vous disais. Mais donc on a des belles caves, hein, vous verrez aussi ça à la fin, on a des très belles caves, et ce qui nous permet aussi de voir l'intérieur même de la construction du castrum, hein, puisqu'ils n'ont pas tout démonté non plus, ils se sont toujours servis de tous ces blocs et de cette fondation comme mur pour leur cave. Donc vous voyez par exemple ici, donc là on est vraiment en intérieur, donc là on est dans la cave, mais ce qui permet d'avoir une vision dans l'intérieur même du castrum avec ces blocs là très bien reconnaissables qui correspondent quasiment tous à des blocs de mausolées funéraires. Donc là aussi, bon, généralement ces mausolées, ces monuments funéraires sont récupérés pour la construction des castrums, hein, c'est les premières choses qu'on récupère, que les constructeurs récupèrent. Là, il se trouve que ce tronçon de castrum traverse une nécropole. Alors, on ne peut pas l'assurer, hein, de manière affirmative, mais on peut aussi supposer que tous ces blocs proviennent de cette nécropole qui est juste à proximité, si en tout cas tout était encore disponible au moment de la construction. Et donc ça, c'est deux relevés de mon collègue Christophe Gaston, que vous connaissez peut-être. Donc un relevé à gauche en coupe, pour vous représenter donc la coupe du castrum. Donc là, de ce côté-là, à droite, là, on est à l'intérieur de la ville, et puis donc à gauche, on est à l'extérieur de la ville, avec le sol en extérieur qui arrivait globalement à ce niveau là. Donc tous les blocs en gradin n'étaient pas visibles. Par contre, en intérieur de la ville, hein, je vous disais, les niveaux de sol sont moins bien connus, puisque du fait de l'arasement général de ce secteur à la fin du XIXe siècle. Donc on a vraiment une différence de niveau entre l'intérieur et l'extérieur de la ville. En réalité, donc, avec cet exemple de castrum à Auxerre, on arrive à démontrer que ces remblais préservés, donc en intérieur de ville, et la courtine elle-même de l'enceinte forment finalement un seul et même ensemble architectural qui constitue donc la fortification initiale de la ville de l'Antiquité tardive, telle que ça a été aussi repéré à Sens, Beauvais ou même Reims. Ces choses-là ont été documentées. Ce terre-plein fait donc une largeur, donc ce terre-plein avec ses remblais en intérieur de ville, fait donc une largeur de 13 mètres 50 et sert à la fois de zone d'exclusion de construction, hein, pour éviter que des constructions viennent directement contre le castrum. Ça sert aussi à renforcer la courtine maçonnée elle-même. Et puis ça sert aussi sans doute de base à un chemin de ronde qui faisait tout l'intérieur de la ville. En tout cas, au-delà de ces 13,50 m, donc hein, toujours en intérieur de ville, on va retrouver des niveaux d'habitat. Donc là, c'était quelque chose qui est totalement inattendu, puisque le diagnostic n'avait livré aucun de ces niveaux. Donc on pensait qu'on avait simplement ces remblais. Et bien là, dans cet angle, petit angle nord-est de la fouille, on a une trentaine de mètres carrés, avec des niveaux d'habitat du début du IVe siècle jusqu'au début du VIe siècle. Donc ça, c'est la première fois à Auxerre où on arrive à fouiller ces niveaux-là. C'est aussi quelque chose de plutôt rare dans ce genre de contexte, en plus des niveaux plutôt bien conservés. Donc ça correspond à tout ce secteur-là. Bon, évidemment, on a un tuyau très récent qui est venu tout recouper. Puis on a aussi ce bassin-là, je l'ai mis en transparence, bassin du XVIIIe siècle qui correspond au bâtiment du palais de justice. Donc il vient aussi totalement recouper tous les niveaux tardo-antiques.
Ces niveaux donc, ont été vus sur une trentaine de mètres carrés et une stratigraphie de près de 1 mètre d'épaisseur. Alors, pour l'instant, je n'ai pas de visualisation, je n'ai pas de restitution pour permettre de bien visualiser la topographie de ce secteur. Donc, je vous ai parlé longuement de tous ces remblais qui viennent sur plusieurs mètres de haut contre le castrum. Ces niveaux d'habitat, eux, eh bien, après avoir mis ces remblais, ils sont venus décaisser une partie de ce secteur pour installer ces maisons d'habitation. Donc on l'a très bien vu, notamment dans cette coupe-là, donc où on a ici sous ma flèche tous les remblais qui correspondent aux mêmes remblais qu'on avait contre le castrum, et puis un muret de soutènement qui est fait avec plein en pierre sèche et qui est fait aussi avec du remploi de blocs architecturaux et notamment ici un fût de colonne. Donc tout ça, ça vient contenir les remblais pour éviter que les remblais en temps de pluie par exemple viennent petit à petit dégouliner dans les habitations. Et puis donc on a tous ces niveaux d'habitat. Si je retrouve ma souris. Tous ces niveaux d'habitat. Elle est partie. Ah, c'est là. Donc tous ces niveaux d'habitat ici, qui, je vous disais, donc sont les remblais sont en surplomb par rapport à l'habitat. Mais promis, on est en train de discuter sur une restitution de tout ça pour mieux se rendre compte, parce que je sais bien que c'est pas évident. Ces niveaux d'habitat, on se trouve aussi dans une zone entre l'intérieur et l'extérieur de ces habitations. Donc à l'extérieur, on retrouve... Ah, décidément. Donc on retrouve, donc toujours coupé par ce tuyau, on retrouve des niveaux extérieurs sur 3 mètres de largeur. Au-delà, là, sous ma souris, on est dans les remblais, donc ce n'était pas occupé. Donc on trouve des niveaux extérieurs qui sont très peu stratifiés, très peu sédimentés, avec des traces rouges qui correspondent à des traces de rubéfaction, des anciens fours, des anciens foyers, et puis aussi quelques poteaux et fosses aussi. Et puis, juste à l'est, on retrouve des niveaux qui, eux, sont beaucoup plus stratifiés. Donc, on le voit ici, sur presque 1 mètre d'épaisseur. Donc, ici, on retrouve toute une succession de sols, de remblais, de réfections de sol, de remblais, et puis d'autres sols, etc. Tout ça avec des cloisons. Dans un premier état, on retrouve des cloisons qui sont en solin, en sablière basse, donc une poutre en bois qui a disparu, qui laisse juste une trace charbonneuse parce que l'habitation a brûlé. Et puis ensuite, tout ça est remplacé par des solins en pierre. Donc dans un deuxième état, des solins en pierre qui sont faits de petites pierres. Et puis dans un troisième état, on utilise carrément des plus gros blocs pour faire ces solins. Donc les solins, ce sont les fondations des maisons. Et puis, on a aussi des cloisons avec des alignements de poteaux comme ici. Donc voilà, on a réussi à identifier dans ce secteur-là 3 états principaux d'occupation. Dans tous ces niveaux, on a aussi réussi à récupérer une quantité assez importante de mobilier. Donc là, je vous ai mis les plus beaux éléments. On a beaucoup de céramique qui nous permet de vraiment bien séquencer cet habitat, donc du 4e au tout début du 6e siècle. Mais on retrouve aussi des éléments de peigne en tabletterie, on retrouve pendentif en canine qui est perforé, qui est plutôt typique, caractéristique de cette période-là, 4e siècle, 5e. On a aussi des crochets qui doivent correspondre à des crochets de crémaillère. Et puis on a aussi 2 éléments un peu plus important, notamment ce ferret de ceinturon, donc tout ça c'est en alliage cuivreux, en bronze, et puis ce ferret de ceinturon là aussi, qui est plutôt la marque de personnes aisées, peut-être même un militaire ou un fonctionnaire dans ce cas-là, où on devine ici, je ne sais pas si vous les voyez, 2 panthères qui sont allongées. Voilà. Sur l'extrémité de ce ferret qui a été stabilisé. On ne l'a pas retrouvé tel que. Donc voilà, donc du mobilier qui montre qu'on est sur une catégorie sociale
un peu aisée dans ce secteur-là. Les maisons, elles, n'ont pas, les habitations, on n'a pas réussi à les restituer, on ne les a pas sur leur globalité, mais avec tous ces indices-là, on arrive quand même à restituer de bonnes choses pour ces périodes-là, donc jusqu'au sixième siècle. Après le sixième siècle, eh bien, on note une occupation beaucoup moins importante, voire quasiment inexistante, en tout cas dans l'emprise de la fouille. À peine on peut noter au 9e, 10e siècle 2 fosses en intérieur de ville. Alors peut-être que le fait de n'avoir rien retrouvé est le résultat, hein, je reviens toujours là-dessus, sur l'arasement de la place au 19e siècle. Peut-être que ces travaux d'installation de la place ont totalement supprimé tous ces niveaux. Et d'ailleurs, on n'a retrouvé aucun niveau médiévaux ni moderne sur ce secteur-là de la place, à part les fondations les plus profondes. Donc ceci peut expliquer cela. En tout cas, le fait d'avoir une emprise de fouille à cheval sur l'intramuros et l'extramuros tardo-antique nous permet d'avoir une vision pour la première fois de cette ville à l'extérieur aussi du castrum. Donc on n'a aucune occupation du 4e au 6e siècle, on n'a aucune occupation à l'extérieur de la ville, mais bon, que dans cette emprise-là de fouille, de ville. Par contre, à partir du 8e, 9e siècle et jusqu'au 13e siècle, on a une petite zone funéraire qui se met en place vraiment au pied du castrum. On a 4 tombes datées de manière sériée dans cette période-là. On a par exemple une tombe qui s'installe vraiment contre le castrum. On avait aussi une tombe qui s'était installée carrément dans le castrum. Ils ont fait une petite logette, ils ont creusé une petite logette dans le castrum. On devine cette petite niche ici. Et puis donc c'était un tout petit d'ailleurs qui était inhumé ici. Donc on a cette petite zone funéraire qui pourrait être isolée, mais qui pourrait aussi se rattacher au cimetière de l'église Saint-Eusèbe qui se situe 150 mètres plus à l'ouest de la place du maréchal Leclerc. Donc bon, encore des questionnements. En tout cas, il faut attendre vraiment le XIIIe siècle et le XIVe siècle pour voir l'arrivée de constructions, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la ville. On est justement à une période où le castrum, lui, n'a plus de fonction défensive. Au XIIe siècle, on a la grande enceinte du comte, qui est construite à Auxerre, hein, qui est reprise par les grands boulevards actuels. Donc cette enceinte-là fait que la ville a maintenant pris une plus grande importance, et puis donc ce rempart primitif, lui, n'a plus qu'un rôle symbolique. Et d'autant plus dans ce secteur, puisqu'on est dans le secteur du palais comtal. Donc cette enceinte comtale, on doit toujours avoir quand même cette limite qui fait la limite entre le secteur des comtes et puis les activités plus domestiques. Donc en tout cas, au XIIIe siècle, on a l'installation de 2 caves en intérieur de ville, hein, contre le castrum. Donc ça correspond à ces 2 caves-là en photo, avec un mur plutôt fruste, qui est installé en perpendiculaire du castrum, avec cette descente de marche. Donc c'est vraiment la seule occupation domestique qu'on identifie dans ce secteur en intérieur de ville, sans savoir vraiment pourquoi finalement on a eu cette maison qui a pu, enfin en tout cas cette cave qui a pu se construire alors qu'on est dans l'enceinte comtale. Par contre, à l'extérieur de la ville, ça commence petit à petit à s'urbaniser de plus en plus. Donc dans un premier temps, on retrouve essentiellement des fosses qui correspondent encore à des fosses d'extraction, hein. On a des énormes fosses dont on n'a jamais eu le fond non plus. C'est des choses qu'on retrouve fréquemment aussi à Auxerre. Et puis petit à petit, à partir du début de l'époque moderne surtout, on a cette densification qui est très bien illustrée justement avec cette photo en bas à gauche. Donc vous voyez un peu tout cet enchevêtrement de murs qui est le résultat de quelques siècles d'occupation. Donc là, c'est un état globalement de la fin du XVIIIe siècle, milieu du XVIIIe siècle. Donc on reconnaît à l'arrière le castrum, hein, qui est toujours présent et qui est toujours à l'état d'élévation dans ce secteur-là à cette période. Et puis tout cet ensemble de murs
On est plutôt dans un ensemble, dans des ensembles arrière, dans des arrières de bâtis. On n'est pas sur les maisons elles-mêmes. Alors, ce qui nous fait dire ça, c'est qu'on a des petits espaces de cours, hein, très imbriqués, et puis on a aussi des caves et des latrines. Latrine, justement, toute fin XVIIIe siècle, on avait une latrine encore avec tout son mobilier hein, jeté dedans. Latrine très bien construite avec cet amoncellement, ces évacuations là aménagées sur les côtés. Et puis on a aussi ces fameuses caves, hein, on est obligé d'en parler aussi parce qu'elles étaient plutôt remarquables. Donc ces deux caves accolées qui sont venues ici grignoter le castrum pour s'installer. Et vraiment des travaux importants pour construire cette cave notamment. Donc cette cave, là, vous voyez un peu le départ de la voûte ici. À l'origine, quand on l'a découverte, elle était encore quasiment complète avec sa voûte en pierre de taille. Donc ici, je vous disais travaux importants puisqu'ils sont venus creuser. Ils ont fait comme ça ressemble presque à un puits. Ils sont venus à l'intérieur du castrum et creuser l'intérieur du castrum sur 3 mètres de profondeur, donc en vidant toute la fondation du castrum. Et ceci sert en réalité à la descente d'escalier de la cave. Donc on avait la maison qui était au-dessus, qui était accolée au castrum, et puis cette cave avec accès dans le castrum. Ici aussi, cette cave, on avait le même système. Mais on le verra encore mieux. Non. Voilà. Si je retrouve ma souris. Voilà. Cette cave-là, à droite, on avait exactement le même système. Hein. Vous voyez ici un comblement. Donc là, il était comblé à un moment donné. On avait le même système de creusement dans la fondation du castrum pour pouvoir accéder ensuite à la cave ici. Et puis donc bon, toujours cette belle cave là voûtée hein, d'un peu plus près. Je vous disais aussi que donc on voit très bien là le creusement de l'escalier ici avec enfin, de la descente de cave avec les pieds droits. Donc on n'a pas des marches, hein, ça devait être une échelle de meunier ou une échelle toute simple pour permettre d'accéder à l'intérieur. Oui, ce que je voulais dire, c'était, je vous parlais des carrières à Auxerre. Donc vous voyez ici, il y a un mur qui est un peu bancal. D'ailleurs, il a été retrouvé en grande partie effondré dans la cave quand on l'a fouillé. Ce mur, en fait, est un simple rebouchage d'une porte qui permet d'accéder ici. Hop. Ici, on voit qu'il y a une cavité à l'arrière. Donc en réalité, c'est l'ouverture d'une carrière. Alors à Auxerre, il y a encore énormément d'exemples. Alors à chaque fois à Auxerre, bon, on y était 5 mois, on nous a toujours dit il y a des souterrains partout. Comme à chaque fois où on va, il y a toujours des souterrains. Tout est relié, etc. Donc on a visité quelques caves et en fait, on a exactement, enfin partout dans Auxerre, on a exactement ce même principe-là. C'est qu'on a la roche calcaire pour construire, hein, qui est facile à utiliser pour construire, qui est directement accessible sous leurs pieds. Donc ils vont enlever un mur de la cave, ils font une galerie et puis ils vont extraire de la pierre et ils extraient donc cette pierre par la cave. Hein. Bon, ça ne doit pas être hyper pratique non plus pour remonter tous les blocs. Et puis une fois que ils n'avaient plus besoin, bah, ils rebouchaient cette cave. Ce qui fait qu'à Auxerre, en fait, on a beaucoup de caves qui communiquent entre elles avec des galeries. Mais en fait, c'est simplement, on a aussi dans des endroits, hein, non loin de là, à Place des Cordeliers, avec des fronts des petits fronts de taille encore visibles. Donc on a vraiment ces carrières souterraines sous la ville d'Auxerre. Donc ce calcaire, vous aurez compris que depuis l'Antiquité, hein, il a servi. On le retrouve aussi, on en retrouve des traces d'exploitation à l'époque médiévale dans notre fouille, et puis aussi à l'époque moderne, puisque cette cave, elle est datée des 16e, 17e siècles, enfin, jusqu'au 18e siècle même. Et puis donc, tout ce secteur-là, sud du castrum, donc en intérieur de ville, on est toujours dans cet espace de tribunal et de prison. Il y a les prisons qui sont accolées au tribunal à un moment donné. Donc on retrouve que des fondations qui correspondent aux fondations des cours du tribunal et des prisons, ici. Donc toujours ce castrum qui marque une limite forte dans le paysage à cet emplacement, sur cette place. Et puis donc au sud de ce castrum, tout le quartier est rasé. On retrouve traces dans les archives. Hein, c'est une des périodes qui est les plus documentées de notre fouille, évidemment, parce que c'est la plus récente. Donc début 19e siècle, il est fait état la prison, le tribunal d'Auxerre rachète 3 maisons, il les rase pour installer la prison des femmes.
Cette prison des femmes, donc c'est un bâtiment qui existe toujours, qui est maintenant des bureaux administratifs de la mairie. Mais au-devant, on installe une cour, donc la cour de la prison des femmes. On a des plans aussi qui notent tout ceci. Et donc ces plans notent bien qu'ils s'adossent au mur romain. Là, un mur qui fait 3 mètres de largeur, elles ne vont pas se sauver comme ça. Et puis on construit un autre mur là, à l'ouest, pour délimiter, et autre mur qui se trouve un tout petit peu plus au sud, qui lui a été vu justement dans les surveillances de travaux qui ont précédé la fouille. Cette cour, on l'a très bien retrouvée, elle apparaît quasiment sous le goudron. Donc là, on a un des murs de clôture. En bordure, on a toute une allée pavée, ou des pavés 19e siècle, comme on peut encore en trouver dans nos villes. Donc je vous disais, c'est une des périodes les mieux documentées, évidemment, parce qu'on a tout un ensemble de plans. Ces plans-là, donc en rouge, vous retrouvez l'emprise de la fouille, et en noir, l'emprise de la place du maréchal Leclerc. Donc cette emprise de fouille, c'est exactement ce qu'on a retrouvé avec ce mur, donc ce mur romain qui correspond en réalité au castrum, ce mur de clôture de la prison, ici, donc la prison des femmes qui est ici, et puis ces murs aussi de clôture des cours, des prisons et des tribunaux qu'on a retrouvés à l'état de reste de fondation. Donc ça, on est dans les années 1820, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Donc dans les années 1820, il y a tout ceci qui est installé. C'est utilisé jusque dans les années 1860. À cette période-là, il y a les grands travaux de transformation urbain à Auxerre, où notamment on va construire tout le nouveau pôle carcéral et de justice au nord. Donc, ce qui fait que tous les bâtiments là vont être récupérés par les municipalités d'Auxerre pour créer des nouveaux bureaux, une bibliothèque, un musée et les archives, puisque je rappelle que l'hôtel de ville est là depuis le XVe siècle. Donc ils rachètent tout ce secteur-là pour agrandir leurs locaux. Et puis donc c'est dans les années 1860 que cette place Fourier, qui est devenue ensuite place du maréchal Leclerc, est créée. Et donc avec ce principe d'arasement des niveaux pour créer cette place à peu près plane, avec la statue de Fourier qui est installée au centre, et donc la tour de l'horloge. Donc ça, c'est un état début XXe siècle de la place. Et donc je reviens à ma vue d'introduction, du tout début de ma présentation, où vous avez tout cet ensemble de monuments avec la fouille au centre. Donc ici, je vous ai remis la fonction des différents bâtiments. Donc cette ancienne prison des femmes, qui correspond exactement à ce bâtiment. La prison n'avait pas cette façade-là, il y a eu des travaux refaits après, mais la structure du bâtiment elle-même date donc des années 1820 et correspond donc à cette ancienne prison. De même avec cet ancien palais de justice, toute cette façade grand pignon en briques est fait aussi au 19e siècle, une fois que le tribunal déménage et donc ce bâtiment change de fonction, on refait une façade plus homogène. Et puis tous ces bâtiments-là qui sont les extensions de l'hôtel de ville et donc qui s'installent sur les anciennes prisons. Et puis on reconnaît là bien le castrum qui fait une limite nette. Donc ce castrum qui est arasé aussi dans les années 1860 pour créer cette place. Donc il faut imaginer que jusque dans les années 1850-1860, ce castrum était encore en élévation. Alors, on n'en a aucune description et aucune photo, puisque c'était juste avant l'invention de la photo, malheureusement. Donc ça nous donne on n'a aucun aspect, on n'a aucune idée de son aspect d'origine. Ou même des maisons même qui étaient adossées avant la construction de la prison. Mais en tout cas, voilà, ça forme une limite importante jusqu'à la fin du 19e siècle. Alors, je ne vous ai pas menti, on est arrivé là au 20e siècle avec cette petite fouille de 500 mètres carrés en plein centre de la ville. On arrive vraiment à brosser 2000 ans d'histoire d'Auxerre. Alors si on se refocalise sur la période antique, ces recherches renouvellent complètement notre vision du développement antique d'Auxerre, tel qu'on l'avait jusqu'à maintenant, au moins dans ce secteur-là, puisqu'on a réussi à démontrer que le plateau du centre historique actuel, en réalité, il était bel et bien occupé à la période du Haut Empire, au moins de manière ponctuelle. La découverte de cette nécropole aussi permet d'ajouter un nouvel ensemble funéraire à la ville d'Auxerre. Jusqu'à maintenant, on avait 2 nécropoles sur les bordures, non, même une seule grosse nécropole sur la bordure sud-ouest de la ville. Désormais, sur la voie d'Agrippa, on peut ajouter un nouveau point de nécropole
qui n'était encore absolument pas connu. Et puis aussi, un point supplémentaire sur la carte des nécropoles de périnatales, puisque nous pourrons confirmer qu'une fois l'étude totalement terminée, mais cette découverte constitue quand même pour l'instant un cas unique, au moins en Gaule romaine, qui se caractérise par une forte concentration et donc une stratigraphie de sépultures, chose qui n'arrive jamais pour la période romaine. C'est comparable à des niveaux médiévaux, comme je vous disais tout à l'heure. Et puis enfin aussi, pour l'Antiquité tardive, il est intéressant de souligner que peu de fouilles en France permettent d'obtenir, d'appréhender ces niveaux de l'Antiquité tardive et du haut Moyen-Âge, surtout en pleine ville, des niveaux aussi bien conservés. Généralement, les villes de cette période-là sont simplement connues par leur castrum, leur rempart. Sauf que ces remparts ne sont pas une enveloppe vide, hein, et il y avait des gens qui y habitaient bel et bien. Eh bien, à Auxerre, enfin, on a des niveaux qu'on a réussi à très bien documenter et qui montrent le développement et l'organisation de cette ville à cette période-là. Je vous remercie donc de votre attention. Alors, je vous propose de prolonger quelque peu la soirée. Si vous avez quelques questions sur ces découvertes très intéressantes à différents points de vue et C'est riche, très dense. riches et denses. J'ai essayé d'en faire la synthèse le mieux possible, Elle est- sans être dans tous les détails, parce que sinon, C'était c'était pour la soirée. et très lisible, en tout cas, étape par étape. Je vais peut-être commencer juste en précisant effectivement pour les tombes, les sépultures des périnataux. C'est vrai qu'on trouve rarement d'objets, puisque déjà Plutarque le dit, hein, on n'a pas de l'enfant de ces âges-là ne sont pas encore considérés à part entière comme ils n'ont pas encore pour eux d'âme, donc ils peuvent pas être un dieu man, il peut pas être encore un lien entre ceux qui sont sur Terre et l'au-delà. Mais en tout cas, nous, on a pu constater, vous avez certainement suivi les conférences qui parlaient de Tavaux dans le Jura. On a quelques sépultures avec énormément de mobilier. Et dans les dernières recherches... Ils sont sans doute plus âgés, les enfants, non? Alors non, Non, pas forcément. pas forcément. Okay. On est dans les périnataux, justement. Et la question qui se pose aujourd'hui, c'est notamment les liens entre ce qui se passe à l'époque gauloise dans certains secteurs et la loi romaine, justement. Donc, est-ce qu'il y a une forme de tradition qui reste encore Et voilà. Donc alors là, on est quand même au début du IIIe siècle. Alors, Tout à fait. Et puis on est à Auxerre. Et on est totalement dans un contexte différent, puisque pour Tavaux, on en a aussi du deuxième, voire début troisième pour la seconde nécropole. On a aussi qu'est-ce qu'on fait de la loi romaine sur les centres urbains et quand on n'est pas dans un centre urbain. Donc il y a beaucoup de questions comme ça, qui s'ouvrent là-dessus. Et c'est vrai que vous allez être un nouveau point de recherche sur ces questions. Il y a la thèse de Nathalie Bels, notamment, donc, qui est assez riche aussi. Ouais. Donc voilà, à vous de poser vos questions par rapport donc à Auxerre. Alors les travaux, ils sont déjà finis. Il a été conservé, mais non visible. Il était quand même recouvert de toutes les terres. Mais il y a simplement eu le projet qui a abouti, hein, de matérialisation au sol. Donc il y a des dalles différentes au sol et puis des explications et des clous, comme ce qui se fait aussi un peu partout maintenant, qui montrent ce tracé avec l'angle, la période et puis un panneau qui explique avec des photos de nos fouilles. Et mon autre question portait sur la crise du IIIe siècle. Est-elle visible à travers vos fouilles? Et ce castrum a-t-il un rôle militaire ou de prestige? Les deux. Tout à fait, les deux. Finalement, cette crise, ces crises, hein, parce qu'il n'y a pas qu'une crise fin du IIIe siècle, c'est toute une accumulation de choses. On les a de manière indirecte sur cette fouille avec la construction du castrum. Hein. Et puis on a aussi
Enfin, c'est d'un point de vue administratif, ces changements administratifs qui font que la cité d'Auxerre se détache de la cité d'Autun. Et donc Auxerre devient cette nouvelle capitale de cité. Avant, ce n'est pas du tout une capitale de cité, c'était Autun. Donc on a cette nouvelle capitale, Otessio Durum, et évidemment pour une capitale, on construit un castrum, ce qui est le cas aussi à Sens par exemple, où la ville se réduit. Alors par contre, la Sens, elle se réduit sur elle-même, et puis on construit ce castrum. Enfin voilà, c'est des choses, des phénomènes très courants et bien documentés. Merci à vous.